Bonjour à tous, la vidéo aujourd'hui pour traiter de la perte officielle d'un drone estimé à 238 millions de dollars. Alors vous doutez bien, ce n'est pas n'importe quel type de drone, il s'agit d'un Triton, d'un drone très haute altitude de surveillance qui peut rester plus de 30 heures sur zone et qui a probablement décollé d'Italie avant d'être perdu au large de l'Iran 2 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre ce qu'est le MQ-4C. Et si dans le titre, on a marqué « encore », eh bien, c'est tout simplement parce qu'en 2019, un drone assez similaire, une version légèrement différente, avait déjà été perdu dans la zone, sauf qu'en 2019, abattu par les Iraniens. Vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, on n'entend pas beaucoup parler dans la plupart des médias, mais il y a énormément de pertes de drones, que ce soit du côté du Yémen avec les Houthis ou que ce soit en Iran ces dernières semaines, voire même ces dernières années. Et pour vous donner 2-3 petits chiffres, on est quand même sur les 15 dernières années, on est quand même sur une petite quarantaine de drones MQ-9 qui ont été détruits dans la région. Allez, on va creuser un tout petit peu ça et surtout voir en quoi en fait, ça impacte pas beaucoup le politique, ces pertes de drones, et en quoi ça a complètement changé l'équation prise de risque, collecte de renseignements, et c'est pas Gary Powers, abattu avec son U-2 au-dessus de l'Union soviétique en 1960, qui dirait le contraire. Pilote compétiteur. Vous connaissez le dogfight canon, où 2 avions virevoltent à fond. Vous connaissez le bivière, combat à longue distance où les missiles mènent la danse. Vous connaissez les courses chronométrées avec bombardement de précision. Nous vous proposons leur combinaison en une seule performance. La compétition est lancée. Vous trouverez tous les détails en description. Bienvenue dans l'Ultimate Airfighter. Roger ball. Alors le Triton, en fait c'est un dérivé du RQ-4 Global Hawk que l'on a vu au millénaire dernier, en 98 à l'époque où on gazait bien en football. Il y a eu cette version qui a pour objectif en fait de faire de la patrouille maritime. Vous savez qu'il y a le P3, maintenant il y a le P8. Les chasseurs à terme, ça sera un chasseur accompagné de ces petits drones. Le concept est un petit peu le même et ils ont réfléchi très tôt à la liaison entre le P8 Poséidon et le MQ-4C Triton. Ouais, c'est très maritime. L'objectif est d'avoir un aéronef qui soit haute altitude, il peut monter au niveau 550, donc au-dessus de la plupart des avions de ligne, comme ça il n'est pas facteur. Sur l'avant, vous voyez cette boule électro-optique infrarouge qui est bien, mais au niveau 500, c'est pas forcément oufissime, même si ça suffit pour la plupart des bateaux. Par contre, ce qui va être utile, c'est le radar. Il a un radar à antenne active, couverture 360 degrés, qui va lui permettre même de faire
de l'imagerie radar pour y voir à travers les nuages. Et c'est justement la traversée des nuages qui intéresse le Triton. Parce que c'est pas tout de pouvoir faire des images avec votre radar, il faut pouvoir descendre, aller au contact, obtenir des images. Donc il a été renforcé au niveau des ailes, renforcé au niveau des zones où il peut taper des oiseaux, milieu maritime oblige, et également renforcé contre la grêle, contre la mauvaise météo, contre le givre. Parce que oui, nous ne sommes pas à des vitesses où le givre n'est pas un facteur. Nous sommes à des vitesses où le givre va être un problème. Donc tout ce qui est anti-ice, de-ice a été renforcé sur cet aéronef qui va lui permettre de monter, de descendre, en fonction des besoins de la mission. Vous allez pouvoir le diriger à distance, mais surtout, il va fonctionner de manière assez automatique. Et donc c'est un aéronef qui a vocation à vous faire éviter de mettre en l'air un P8, un P3 pendant des heures et accessoirement à suivre pendant beaucoup plus longtemps le trafic maritime. C'est donc parfait pour le Golfe. Les Américains en ont commandé 68, on en a reçu un peu plus de la moitié. Les Australiens également en ont commandé, on en a reçu quelques-uns. Ça y est, ça commence à arriver. Mise en service opérationnel aux États-Unis 2018, en Australie 2024. Ça a mis du temps, le premier vol en 2013. Et comme d'habitude, ça a pris du retard à cause de soucis budgétaires il y a une dizaine d'années. À savoir également, il a à bord toutes les capacités de captation de signaux qu'aurait par exemple un P3, peut-être même un P8. Donc vous allez pouvoir faire du radar, faire de l'électro-optique, faire de l'infrarouge, mais également capter du renseignement radar. Alors maintenant, je vous ai dit qu'il y en a déjà qui ont été abattus dans la zone. Un RQ-4A aurait été abattu le 20 juin 2019. D'après les États-Unis, ils étaient dans les eaux internationales et vu les capteurs, vraiment besoin de se rapprocher, faut être franc, de l'espace iranien. Les Iraniens ont dit qu'ils étaient dans leurs eaux à eux. Il faut savoir que entre la définition du droit international des eaux territoriales 12 nautiques, puis ça dépend un peu des zones, et celle des Iraniens, ils revendiquent plus. Donc là, c'est ouvert à discussion pendant des années, mais le droit international dit 12 nautiques. Eh bien, il a été abattu, repêché, et les morceaux exposés, regardez ces photos de 2022. Alors, le Triton, c'est gros, c'est 7 tonnes à vide, comme un super étendard, c'est 14,6 tonnes à la masse max, c'est souvent transpondeur allumé, et ce que l'on a vu en fait le 9 avril dernier, c'est un Triton qui décolle de Sigonella, en Italie, qui va sur zone, qui reste 3 heures sur zone, ce qui n'est pas non plus énorme, qui après va afficher 74,00, ce qui veut dire qu'il y a la perte de liaison entre le Triton et sa station sol, et après qui va passer 77,00, va se retrouver à mettre cap vers l'Iran, va passer du niveau 500 haute altitude à descendre sous le niveau 100, basse altitude, forcément ça consomme plus et tout, va disparaître des écrans radar, et quelques jours après on apprend qu'ils ont perdu officiellement un drone. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut perdre un drone? Il n'y a pas 40 milliards de raisons. En 1, pas de mécanique, quelque chose de classique, problème, des aéronefs qui sont beaucoup utilisés, un souci, ça arrive. En 2, un tir. Là, on est 2 jours après l'armistice, mais on sait qu'il y a encore eu de l'ouverture du feu, le temps que les circulations de l'information se fassent, c'est pas impossible. En 3, guerre électronique, donc de la guerre électronique hostile. On n'en sait pas plus et c'est à cause de l'obsèque, du secret opérationnel. Et on peut pas retirer ça aux Américains, c'est normal, ils sont très transparents sur certains sujets, très mystérieux sur d'autres. Donc c'est vraiment à géométrie variable, ce qui va alimenter certains biais et ce qui est complètement normal, temps de guerre, c'est un petit peu la base de la propagande aussi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution dans le renseignement et la captation. Comme je vous ai dit, le U-2 de Gory Powers, en 1960, détruit. Du coup, derrière, ils ont investi massivement, les Américains, sur des drones. À l'époque, on n'avait pas encore vraiment tout ce qui est satellitaire. En 64 à 75, on a la guerre au Vietnam. Il y a en fait beaucoup de drones déjà. Il y en a plus de 500 qui ont été détruits. Des Ryan 141, des Firebee. Du coup, les Américains se sont mis à réfléchir sur des drones furtifs. Et puis après, derrière, en 2011, vous avez le RQ-170 Sentinel. Ça avait fait scandale, qui aurait été hacké d'une certaine manière avec du GPS spoofing, avec de fausses informations envoyées par les Iraniens, qui ont réussi à le récupérer et qu'on fait partager de leur rétro-engineering aux Russes et également à la Corée du Nord. En 2019, on en a parlé avec la destruction du drone RQ-4A, et puis là, on est en 2026 avec ce gros drone qui coûte une fortune, qui coûte plus de 2 rafales, 2,5 rafales grosso modo. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lors de la guerre là en Iran, la dernière, eh bien, on aurait eu, d'après des médias américains, notamment CBS, 24 Reaper
abattus. Que les Houthis, ça fait 15 ans qu'ils abattent des drones. On a eu confirmé du 2017, 2019, 2023, 2024, et on a encore des personnes qui s'étonnent un petit peu de cette attrition chez les drones. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que face à de l'armement électro-optique, face à de l'armement infrarouge, et on a clairement vu que ça fait plus de 10 ans que les Iraniens et leurs proxys savent utiliser ce type d'armement et le développent, eh bien vous pouvez pas faire grand-chose. Donc je vais vous donner un parallèle pour voir ce que ça vous parle bien. Vous êtes fantassin. Vous êtes fantassin, vous êtes un super fantassin, vous êtes John Rambo. Vous êtes John Rambo, vous marchez, mais vous devez faire un transit en pleine journée. Vous faites un transit en pleine journée, et là il y a une personne qui sort un fusil de sniper et qui vous tire dessus à 400 mètres, 600 mètres, 800 mètres, tout en étant caché. Ben, vous allez vous prendre la balle. Maintenant, vous pouvez avoir un casque lourd, vous pouvez avoir également un gilet pare-balles, ça va amortir le choc, ça va peut-être vous sauver, vous permettre de quitter la zone, de rentrer à la maison en boitant blessé, mais vous allez vous prendre la balle. Donc vous pouvez être le meilleur fantassin du monde, contre un sniper, ça va être compliqué. Même si vous avez des systèmes pour essayer de le détecter ou pour faire de la contre-batterie, vous allez quand même vous prendre la première balle. Et c'est un petit peu comme les engins explosifs au bord de route, ça pose des soucis. Alors, la technologie a évolué, mais on voit bien qu'il reste au combat toujours des talons d'Achille. Sur cette chaîne, on a beaucoup parlé de l'avantage que vous donne le fait d'être le primo-agresseur. Demandez aux Américains au Venezuela, regardez les campagnes SEAD ou DID effectuées face à l'Iran. C'est la même chose quand c'est vous qui dictez le tempo opérationnel, quand c'est vous qui agressez. C'est beaucoup plus facile. La posture défensive est beaucoup plus dure que la posture offensive. Et avant le conflit en Iran, on avait d'ailleurs fait une vidéo où on se mettait à la place des Iraniens et où on avait étudié certaines options, et celle qui permettait de faire le plus d'attrition, c'est d'ailleurs sorti dans des études américaines au début des années 2000, c'est que l'Iran attaque les premiers. Les Américains ont attaqué les premiers, ont eu l'effet de surprise, ont pu faire beaucoup d'attrition initialement, et comme il fallait s'y attendre, les Iraniens ont fait le dos rond, se sont enterrés, et ont maintenant cette capacité, et peuvent probablement l'avoir pour des années à venir s'il n'y a aucun changement dans le pays, eh bien de détruire du drone, ou de détruire certains aéronefs qui passent. Il faut quand même noter, et ça, je pense qu'on en apprendra plus à ce sujet dans les prochaines années, qu'il y a quand même beaucoup plus de drones abattus que d'avions. À partir de là, la question se pose du pourquoi. Moi, je pense qu'il y a la manière dont on emploie les aéronefs qui est différente, et également forcément le vecteur vitesse qui va jouer. Plus vous êtes rapide en tant que chasseur, plus vous êtes manœuvrant, même sans voir un départ missile, vous êtes plus dur à toucher. On l'a vu par exemple avec le F-18 qui a le missile qui explose juste derrière. C'est beaucoup plus dur de toucher quelque chose qui bouge à 500, 600 nœuds que quelque chose qui bouge à 200, 300 nœuds. Ça, c'est le premier point. Et le domaine d'engagement possible pour le missile adverse n'est pas du tout le même. L'autre point, c'est, je pense, les zones où les drones sont envoyés sont probablement des zones plus contestées où la supériorité / la protection face à ces systèmes-là est moins acquise. À partir de là, vous allez plutôt envoyer vos chasseurs dans des zones où vous savez que le risque est plus faible et réserver vos drones pour les zones où vous savez que le risque est plus fort, d'où cette surmortalité, si je puis dire, au combat, cette surattrition pour les drones. Ça, je pense que c'est un point. Pour en revenir sur notre MQ-4C, c'est quand même intéressant de voir que ça arrive 2 jours après le cessez-le-feu. Néanmoins, au vu de la trajectoire, on est sur quelque chose qui est arrivé à voler, qui a perdu de la liaison pour une raison, et après derrière, dont la situation s'est dégradée. Ça, c'est un reminder, un rappel intéressant. Une panne peut se dégrader. Une panne va probablement se dégrader dans le temps. Et c'est pour ça que quand on prend nos décisions, quand on gère nos pannes, il faut toujours se poser la question, c'est quoi la temporalité, pour quand il faut décider, à partir de quand est-ce que ma panne risque de se dégrader. Si vous avez un problème, par exemple, lié à un incendie à bord, ça va assez rapidement se dégrader. Si vous avez perdu le moteur gauche, vous l'éteignez, bon bah ça va pas forcément se dégrader dans les prochaines minutes. Donc tout ça est très important. Là malheureusement on n'a pas beaucoup plus d'infos. J'ose espérer qu'on a un rapport du JAG qui nous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur ce sujet. Mais encore une fois, il faut l'accepter, on est sur de l'obsèque et on va avoir accès à des informations en source ouverte qui sont à géométrie variable. Donc diversifiez les sources, attention, il y a autant de propagande d'un côté que de l'autre. Soyez critiques, c'est tout ce que je peux vous dire. Et fly safe, et à très vite, pourquoi pas dans votre entreprise ou sur le bassin d'Arcachon.